Szóval, kedves kollégák, itt a nap végén, kicsit megfogyva, de nem törve, kaptam én ezt a megtisztelő feladatot, hogy az utolsó szekciót levezethetem. Itt annyi szolgálati közleményt kell tennem, amit már nyilván hallottunk részleteiben, hogy Csukovics Enikő, illetve Csákó Judit nem tud itt lenni. Úgyhogy ezért a négy előadás közül 2 fog előadásra kerülni. Annyi szolgálati közlemény még tartozik, hogy az egyik előadáshoz 2 szerző tartozik, viszont a Davide Sica kollégánk nem tudott eljönni egyetemi elfoglaltság miatt, tehát Alfredo Santoro egyedül fogja az előadást tartani. Ő lesz az első előadónk, és hát gondolom azért illendő, hogy egy kicsit olyan kollégákat, akikkel nem minden nap találkozunk, egy pár szóba bemutassak. Tehát Alfredo Santoro kollégánk ugye a Salernói Egyetemen dolgozik, alapvetően régész és numizmatikai kérdésekkel foglalkozik, a dél-itáliai térségnek az Anjou, illetve Lombard korszakával foglalkozik szűkebb szakterületként, számos olyan helyszínen működik közrerégészként, amelyik ezt a korszakot érinti, tehát elég fontos és a mi szempontunkból is releváns kérdésekkel foglalkozik. Most egy picit kutatástörténeti témát hozott, ugye címét azt, és a rezümét is természetesen lehet olvasni magyarul, tehát mindenki azért képben lehet, hogy mitől fogunk hallani. Úgyhogy az előadásnak az a címe, hogy az Anjou kutatások Dél-Itáliában, mérleg és kutatási perspektívák. És akkor meg is kéne... Bon, merci. Donc, d'abord, je vais remercier l'Académie pour avoir accueilli mon intervention et tout le comité scientifique. C'est normal, je suis très honoré d'être là. Donc, alors, je vais donc faire un bilan avec mon doctorant, David Sica, qui m'a donné un coup de main, pour refaire donc un bilan historiographique des dernières sorties, disons, sur le monde angevin de l'Italie du Sud. Donc le domaine est là, sur cette petite carte. Lorsque, en 2000, Morelli publiait dans la revue Reti Medievali son article sur le réveil de l'historiographie politico-institutionnelle consacrée au royaume angevin de Naples, le champ des études connaissait une profonde transformation. Après des décennies de relative marginalité due en grande partie à la destruction de l'archive de la chancellerie angevine et à la prédominance d'approches centrées sur d'autres périodes de l'histoire de l'Italie méridionale, notamment les époques lombardes et normandes plutôt, la recherche retrouvait donc un nouvel élan grâce aux enquêtes prosopographiques, au regain d'intérêt pour l'histoire de la cour et un dialogue plus étroit avec l'historiographie européenne. Cet article marquait l'émergence, voilà, là c'est un petit focus sur les publications qui donnaient un bilan. Cet article de Morelli marquait l'émergence d'une génération de chercheurs italiens, français, allemands et anglo-saxons qui, entre la fin des années 80 et les années 90 du dernier siècle, avaient replacé au centre des analyses les structures du pouvoir, les langages politiques et les pratiques administratives du royaume de Charles Ier et de ses successeurs. En 2010, dans un second article intitulé « Bilan des études angevin », publié dans la revue Mémoire des princes angevins, la réflexion sur l'état de la recherche mit en évidence les transformations survenues tant sur le plan thématique que méthodologique. Le royaume angevin de Naples y apparaissait comme un terrain d'investigation où confluaient de multiples approches institutionnelles, culturelles, artistiques, économiques, archéologiques et désormais numériques, et où la traditionnelle opposition entre la monarchie étrangère et la féodalité locale cédait la place à des interprétations plus complexes, attentives au processus de construction du pouvoir et aux dynamiques d'interaction méditerranéenne.
Le bilan dressé par Morelli soulignait des aspects largement partagés. D'une part, l'historiographie française allemande, avec Erde, Goebbels, Kisvet et Redumbabin, renouvelait la connaissance de l'administration et de la fiscalité angevine, tout en demeurant ancré dans un paradigme institutionnel et étatique. D'autre part, la recherche italienne, guidée par des chercheurs tels que Galasso, Vitolo, Cataliotto et Morelli elle-même, redéfinissait l'attention portée aux officiales, fideles et aux justiciers, en mettant en lumière l'existence d'un solide corps administratif autochtone et le rôle des périphéries dans la gestion du royaume. Ces orientations se sont consolidées grâce à une coopération internationale accrue autour de la revue Mémoire des princes angevins, qui a eu le mérite de mobiliser des points de vue multiples pour initier une réflexion comparée sur le domaine angevin. Le bilan de 2010 marquait aussi le passage d'une recherche encore largement fondée sur les archives et la prosopographie à une perspective plus intégrée, où histoire politique, mémoire dynastique et représentation monumentale et culturelle étaient analysées comme les composants d'un même processus de construction du pouvoir. La période s'étend jusqu'aux années 2010 peut donc être lue comme une phase de systématisation. Les hypothèses formulées lors du réveil des études à la fin du XXe siècle trouvaient confirmation, tandis que l'attention se déplaçait vers les modalités de légitimation et de communication du pouvoir royal. Les relations avec la Provence faisaient l'objet d'analyses approfondies, les pratiques de gouvernement urbain étaient mieux connues et une vision moins dichotomique des rapports entre les territoires, centre et périphérie, se dessinait progressivement. Au cours des 15 dernières années, la numérisation des sources écrites a représenté l'évolution la plus significative. Les registres angevins déjà publiés par l'Académie pontaniana ont fait l'objet de projets d'édition électronique permettant désormais des recherches croisées entre données diplomatiques, onomastiques et géographiques. L'aspect numérique géographique a également été au cours du projet Europonge, qui a permis de développer des bases de données prosobographiques retraçant la carrière et l'origine territoriale de certains officiers royaux et de visualiser leur réseau de relations à l'aide d'outils d'un système GIS, donc un système information géographique. Ces instruments ont conduit à redéfinir la géographie institutionnelle du royaume de Sicile, en mettant en évidence le rôle et la mobilité des juridictions intermédiaires, les justiciarats, les secretiers, les comtés. Il en sort une image du pouvoir angevin comme un réseau flexible, capable de s'adapter aux contextes locaux, plutôt que d'imposer des modèles uniformes et centralisés. Parallèlement, l'historiographie artistique et archéologique a contribué à redéfinir les aspects matériels relatifs à la monarchie angevine de Naples. Les études consacrées aux structures royales de Naples, au Castelnuovo, au Castel Capuano, ainsi que les recherches sur les ensembles ecclésiastiques et monastiques relevant du patronage angevin ont restitué une image dynamique du pouvoir. Les analyses des sceaux, des monnaies, d'inscriptions, on les a vues déjà dans d'autres interventions aujourd'hui d'ailleurs, et les objets liturgiques ont, elles aussi, enrichi l'histoire politique institutionnelle en y intégrant la dimension symbolique des représentations du pouvoir. L'archéologie du pouvoir, si dite, entendue comme l'étude des implantations, des objets et des pratiques qui véhiculaient l'autorité royale, a trouvé un terrain particulièrement fécond dans la collaboration entre historiens, archéologues et historiens de l'art.
Dans ce cadre, les recherches menées sur la ville, les châteaux et les églises de Naples, Amalfi, Salerne, Barlette et Tarente montrent comme la commande angevine a su exprimer et construire spatialité du pouvoir diffuse, où l'architecture et la ritualité concouraient à l'affirmation de la royauté. L'un des acquis la plus significatifs de l'historiographie récente réside dans l'abandon de la perspective nationale centrée. Les études les plus novatrices ont replacé le royaume de Naples au sein d'un système de domaines d'influence, entrelacé avec la Provence, la Catalogne, la Hongrie, la Grèce. La comparaison des pratiques de gouvernement des réseaux marchands et des stratégies matrimoniales des différents rameaux de la dynastie a permis de dépasser la vision traditionnelle d'un sud de l'Italie conquis pour restituer celle d'un véritable laboratoire, plutôt politique et institutionnel, à l'échelle méditerranéenne. La notion de monarchie étrangère, centrale dans l'historiographie du début du XXe siècle, a cédé la place à des lectures fondées sous l'hybridation culturelle. La présence d'officiers venus d'outre-Alpes n'est plus perçue comme le signe d'une imposition tout court, mais comme l'expression d'un système d'échange et d'adaptation locale, où les élites méridionales participaient activement à la construction du royaume. La dernière décennie a vu se diffuser des approches inspirées de l'histoire culturelle et des études de genre aussi. Les figures des reines et des princesses, de Marie d'Hongrie à Jeanne Ière, Jeanne II, sont aujourd'hui étudiées non plus seulement comme mécènes, mais comme véritables agents politiques, dotés de leur propre langage de représentation du pouvoir. Les cérémoniaux, les expressions politiques et les réseaux de patronage féminin sont devenus aussi des thèmes centraux dans le débat européen. On l'a vu d'ailleurs. Malgré l'ampleur des progrès, par contre, réalisés, le bilan d'aujourd'hui, de 2025, met encore en évidence certaines fragilités, par contre, de la recherche, à mon avis. Il manque notamment une synthèse actualisée sur la période angevine tardive de la domination en Italie méridionale, en particulier sous les règnes de Ladislas et de Jean II, moment durant lequel la monarchie a dû affronter une crise politique profonde et la concurrence aragonaise. Les recherches demeurent fragmentaires, peu coordonnées et encore pauvres d'une vision d'ensemble des transformations institutionnelles et territoriales du 1er et du 15e siècle, sauf pour Naples, qui reste par contre au centre des activités de recherche, surtout d'ailleurs des universités de la ville. Donc. De même, la dialectique entre centre et périphérie, bien que largement étudiée sur le plan documentaire, n'a pas encore trouvé l'intégration véritablement opérationnelle avec l'archéologie et l'histoire de l'art. Les modèles de gouvernance, la négociation des pouvoirs locaux et les relations entre justiciera et seigneurie féodale appellent de nouvelles analyses diachroniques et comparatives. Une attention renouvelée devrait également être portée aux villes du royaume autres que Naples, encore trop peu étudiées, dans une perspective un peu plus globale. Un autre champ en pleine expansion est celui-là de l'interdisciplinarité numérique, l'usage coordonné des bases de données prosopographiques, d'archives visuelles et d'outils d'intelligence artificielle promet de réduire les mots d'analyse des sources. Mais ces outils soulèvent aussi des interrogations sur la standardisation des données et sur le risque de perte de contexte interprétatif, question cruciale par contre pour les sciences historiques. Mais Thierry Pécou, tout à l'heure, il va intervenir sur ça avec plus de détails. Enfin, des murs ouverts la question de l'articulation entre histoire institutionnelle, culturelle, économique. Il s'agit de parvenir à une synthèse capable de rendre compte de multiples dimensions du pouvoir juridique, symbolique, sur le plan aussi juridique, symbolique, matériel, de communication, sans les réduire à un paradigme explicatif unique.
En conclusion, du réveil évoqué en 2000 jusqu'au réseau transnational d'études qui caractérise aujourd'hui d'ailleurs la recherche. L'historiographie sous le royaume angevin de Naples, sous le royaume angevin de Sicile, a connu un processus de profonde maturation. L'intérêt pour les structures administratives s'est mélangé à celui-là porté à la culture politique, visuelle, matérielle. Les catégories de couronne, baronnie ont progressivement cédé la place à celles d'interaction, médiation, construction du consensus. Et la dimension méditerranéenne est désormais devenue un élément incontournable de toute réflexion sous le pouvoir angevin du royaume du sud de l'Italie, qui n'apparaît plus comme un chapitre périphérique de l'histoire italienne, mais comme un véritable laboratoire permettant de comprendre le processus de formation de l'État, les pratiques de gouvernement et de circulation des cultures politiques dans l'Europe médiévale. Et en ce sens, l'historiographie la plus récente marque le passage en un véritable réseau angevin d'études, entre des projets d'archives numériques et des communautés de recherche, mais il me semble également nécessaire pour notre réseau d'identifier des nouveaux projets partagés. Parce que depuis la conclusion du grand projet, du programme Europange, les occasions d'échange et de débat se sont sensiblement raréfiées. Or, c'est précisément à travers ces moments d'interaction qui se favorise l'intégration et la formation des jeunes chercheurs qui, aujourd'hui, en pleine croissance, on en voit l'insertion dans un monde de la recherche. Et donc, j'espère que vraiment ces occasions elles peuvent aussi être un élément pour réfléchir sur des projets partagés voilà, dans une perspective future. Merci bien. Köszönjük szépen Alfredónak ezt a egyszerre historiográfiai és ugye a végén perspektívákat is ajánló vagy javasló előadását, és akkor most egy picit bemutatnám a következő előadónkat, ugye Thierry Pigou, aki végül, de nem utolsó sorban fogja lezárni ezt a szekciót, aki a Szent Étienne Egyetemről érkezett, és hát ő volt annak a projektnek a vezetője, amiről nyilván beszélni fog. Ez egy hatalmas vállalkozás volt, egy prozopográfiai kutatásokat leginkább a homloktérbe vevő több éves, 4 éves kutatási program. Úgy lehet mérni, hogy ez francia léptékes, a legnagyobb büdzsével rendelkező, tényleg határokon átívelő sorozat volt, sok konferenciával közös előadásokat, tehát ez egy nagyon komoly, jelentős vállalkozás, úgyhogy én különösen örülök annak, hogy Thierry megtisztel minket a jelenlétével, és a mostani előadás az kifejezetten ennek a programnak a bemutatása és annak a tovább viteléről fog szólni, úgyhogy meg is kérem Thierryt, hogy jöjjön. Bonsoir, je suis très honoré de participer à ces célébrations du bicentenaire de l'Académie des sciences de Hongrie et je remercie infiniment les organisateurs et organisatrices de leur invitation. Alors je vais pour ma part continuer cette présentation historiographique en évoquant le programme qui portait sur l'Europe angevine, comme on l'avait appelé, Europange, et qui était centré sur les officiers angevins, qui était un prétexte au fond à fédérer des études et des réseaux de chercheurs aussi. Alors, ce programme Europe angevine a été constitué patiemment entre 2011 et 2014 avec l'idée initiale qui était d'étudier le thème des officiers angevins
qui ont servi les deux maisons d'Anjou. Alors, on les appelle couramment d'Anjou. On devrait les appeler, si on respectait la chronologie et en sortant d'une vision franco-centrée, une dynastie de Provence-Anjou-Sicile, dans l'ordre d'attribution des titres de Charles d'Anjou, hein, à partir de 1246. Alors ces deux maisons d'Anjou, entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du XVe siècle. Alors, plusieurs réunions de travail avaient eu lieu, qui se tinrent à Rome, dans les locaux de l'école française de Rome et à proximité de l'Accademia d'Ungheria in Rome et de l'Istituto Storico Fracnoi. Je ne sais pas si je prononce correctement. Le noyau initial de cette équipe était composé des collègues de l'Université de Bergame, de l'Académie des sciences de Hongrie, de Capua Vetere à l'époque, ainsi que d'Aix, puis de Saint-Étienne. Ça, c'est moi, je suis passé d'Aix à Saint-Étienne entre-temps, j'ai changé d'université. Et puis de Moncton, au Canada, et d'Angers, bien sûr, comme pôle de réflexion initiale. Et avec l'association de l'École française de Rome, on peut saluer ici les directeurs successifs des études médiévales qui ont appuyé ce projet, Stéphane Giovanni et Pierre Savy. Bon, Marilyn Nicou, qui les avait précédés, avait collaboré au tout début de la mise en place de ce projet. Et il s'agissait de réfléchir au sein de l'École française de Rome autour du thème de l'axe de recherche, le laboratoire politique italien. Alors, c'était donc une perspective initialement italo-centrée dans ce cadre-là. Alors, ce projet avait deux enjeux principaux. D'abord, fédérer les études angevines, dont on a vu il y a quelques minutes l'essor durant les dernières décennies. Mais cet essor, on peut le replacer dans la longue durée, comme vous le savez, depuis la fin du XIXe siècle, à partir des registres angevins de l'Archivio di Stato di Napoli et de ses 378 volumes à l'époque, qui ont été exploités par plusieurs générations de chercheurs en France, en Italie, en Hongrie déjà, peu à peu, et on pourrait citer ici quelques noms emblématiques, ne serait-ce que Paul Durieux, Émile Guillaume Léonard pour la France, Camillo Riccio Minieri Riccio, pardon, je me trompe toujours avec ce nom, mais peu importe. Alors je vais m'arrêter là dans l'énumération parce que je vais en oublier. Avec la cassure dans cet élan de recherche de 1943 et la disparition des registres angevins, puis la lente restauration de ces registres à partir des années 1950 sous l'égide de l'Ufficio della Reconstruction des registres et de l'Accademia Pontaniana, qui a relancé une nouvelle génération de travaux. Et au départ, tout cela se fait de manière dispersée, donc sans coordination forcément, même s'il y a des échanges académiques. En Italie, en premier lieu, dès les années 1960 et jusqu'aux années 1980, autour d'une réflexion politique sur le Mezzogiorno et sur la cassure des vêpres de 1282, avec l'ouvrage d'Ernesto Pontieri en 1965, ou bien encore comme jalon historiographique, le 11e congrès d'histoire de la couronne d'Aragon, qui a été publié, dont les actes ont été publiés en 1982 et qui s'attachait à cette question des vêpres. Et puis, en deuxième filon historiographique de ce réveil, une réflexion qui s'est orientée sur les sources de l'Archivio Apostolico Vaticano, avec l'école allemande, si l'on peut dire, autour initiée notamment par Peter Erd, à partir du règne de Charles Ier d'Anjou, avec des noms qu'on a mentionnés tout à l'heure, comme Joachim Goebbels pour l'histoire militaire, Lorenz Enderlein ou Tania Michalski pour une époque plus récente autour des représentations funéraires et de la culture funéraire des souverains angevins, ou encore Andreas Kiesewetter et ses très nombreuses publications.
À partir de 1995, s'est greffé à ce mouvement dispersé, transnational, une série de rencontres. Au départ, elle n'était pas conçue ainsi, avec le premier colloque dit angevin, autour de chercheurs venant de France, d'Italie, de Hongrie et du Canada, puisqu'on a toute une école canadienne, québécoise qui a travaillé sur la Provence angevine, dans une perspective d'histoire politique. Alors là encore, l'école française de Rome a joué un rôle éminent, ainsi que l'Istituto Storico Italiano, du moins au départ, avec la publication du volume emblématique de l'État angevin, qui a lancé une série de rencontres dites colloques angevins entre 1998 et 2011, autour de la monarchie angevine, de la noblesse, de la diplomatie, un colloque qui s'est tenu en Hongrie en 2007, et la formation du clergé. Alors on a vu le volume sur le Piémont paru en 2004 tout à l'heure, celui sur les fortifications dans les domaines angevins et le colloque autour de René d'Anjou qui se plaçait dans une filiation de célébration de ce souverain depuis le début des années 1980. Colloque qui s'était tenu à Angers en 2009. Les universités d'Aix et d'Angers et de Napoli ainsi que de Pécs et de Szeged ont joué un rôle essentiel dans ce mouvement, et on peut en isoler deux grandes figures intellectuelles italiennes, Giuseppe Galasso et puis pour l'université de Naples aussi Giovanni Vitolo à cette époque. On notera, je ne l'ai pas mentionné dans cette énumération pour mieux le sortir, le mettre en évidence, le colloque de 1972 à Rome, isolé parmi cette série, mais qui fait figure a posteriori de colloque initiateur de ce mouvement, un colloque italo-hongrois, et qui était surtout centré sur l'histoire de l'art au départ du moins. Et à cette série, on ajoute donc les 5 colloques qui ont été tenus dans le cadre du programme sur l'Europe angevine entre 2013 et 2017. Donc 4 ont été publiés, du moins pour le moment. On pourrait y ajouter de nombreuses expositions à partir de 1980 qui marquent, on trouvera la liste sur le site de l'Europe angevine. Vous pourrez le consulter en hongrois, puisque comme vous le savez, il est traduit en 5 langues. Donc, de nombreuses expositions qui marquent l'ancrage de ce renouveau scientifique en direction du grand public, et on va voir que ça peut avoir une importance sur la maturation de certains retournements, du moins d'une nouvelle façon de voir le politique en Europe occidentale, à partir de l'exemple angevin. Alors ça, c'était la première perspective fédérée, ces recherches, et on peut considérer que c'est une forme de réussite par bien des aspects, puisqu'on a appris à se connaître, à échanger, à se voir et à se revoir, et à constituer des groupes solides de réflexion internationale. La deuxième perspective de ce programme, c'était constituer une base de données prosopographique et collaborative, et d'une certaine manière faire entrer les études angevines dans l'ère des humanités numériques. Ce qui est tout à fait neuf, en dépit des efforts des chercheurs italiens, par exemple pour la reconstruction des registres, pour mettre en ligne ces registres, ces choses faites, mais on a affaire ici à des ouvrages numérisés et pas à un travail numérique proprement dit, un matériau proprement numérique. Le départ, ce sont des ouvrages papier. Alors il s'agissait de travailler sur les officiers angevins, et d'étudier la circulation des savoirs techniques, des méthodes de gouvernement à travers celles des hommes et des réseaux. Alors, ça, c'était l'idée générale.
Comme socle de cette réflexion, il y avait la question, au fond, est-ce que ces divers territoires angevins constituent un ensemble, quelque chose, un objet historique, ou bien est-ce une série d'accidents successifs de l'histoire? Comment appréhender cet ensemble, hein? Je vais reposer la question dans quelques minutes. C'était la question sous-jacente aussi, hein. Nous avons décidé de prendre au sérieux l'ensemble angevin, du moins maison angevine par maison angevine, hein. Les deux maisons angevines ont des surfaces politiques différentes, hein. C'est pour vous projeter la carte que de toute façon vous avez vu tout à l'heure à travers la présentation de Gergely, qui est devenue un bien commun, hein, cette carte. Alors il s'agissait pour nous de définir tout d'abord la population qui était le cœur de notre analyse, hein, les officiers, et d'en fournir une définition générale, puisque à terme, il fallait ensuite pouvoir, à partir de ce calibre unique, les intégrer dans une machine, hein, qui les traite de manière commune. Donc ces officiers se caractérisent par l'exercice d'une activité de gouvernement ou d'administration, a-t-on dit, avec une fonction déterminée, c'est-à-dire un titre, hein, cette fonction est définie par un titre, et caractérisée par une rétribution, quelle que soit la nature de cette rétribution. Ou bien encore des personnes qui afferment cette charge ou cette fonction. Donc on a décidé d'intégrer dans les officiers les fermiers, hein, ce qu'on appelle les fermiers en règle générale. Nous avons opéré plusieurs distinctions réflexives sur ce milieu. Entre les grands officiers liés au gouvernement central ou aux gouvernements centraux, les officiers locaux ou périphériques, ça c'est un premier clivage qui est facile à concevoir. Il y en a un second qui interfère avec le précédent, c'est le clivage entre les officiers sédentaires et les officiers itinérants, c'est-à-dire ceux qui reçoivent une commission spéciale ad hoc et dont la charge se termine avec leur itinérance, hein. Les inspecteurs, les enquêteurs, par exemple, sont des officiers de ce type-là. Alors, à la base de cette réflexion et avec cette carte qui est une totale fiction, puisqu'elle cartographie sur une chronologie large les diverses possessions des deux maisons d'Anjou successives, la question était comment appeler ces ensembles successifs. Alors, l'historiographie, l'histoire politique consiste en Europe, mais aussi dans les diverses écoles historiques de par le monde, le plus souvent à étudier à faire l'histoire politique des États existants, à remonter le cours du temps. C'est un des rares domaines encore où l'anachronisme ne pose pas problème à l'historien, alors que ça devrait être une question centrale dans sa réflexion. De ce fait, les constructions politiques qui n'ont pas donné des résultats actuels passent totalement au travers de cette réflexion. Des historiens médiévistes, mais des modernistes aussi, voire d'autres époques également. La Lotharingie, par exemple, la Lotharingie, qu'est-ce qu'elle a donné aujourd'hui? Rien, en termes de construction politique. L'espace angevin, l'espace politique plantagenet également, celui de la couronne d'Aragon, etc. Nous n'avons pas, dans notre réflexion historique, nous ne sommes pas encore parvenus à nommer ce genre de construction politique. Nous ne savons pas les appeler, c'est-à-dire nous leur appliquons une terminologie totalement inadaptée, assez facile. On parle d'empire
empire angevin, empire plantagenet, couronne pour la couronne d'Aragon, on parle aussi de la couronne angevine, hein. Des appellations très imparfaites et qui marquent notre difficulté à nommer ce genre d'objet politique, de construction politique, que les historiens modernistes appellent, et c'est un mot tout à fait que l'on peut faire nôtre aussi, des monarchies composites. C'est déjà un peu mieux pour la compréhension de ces phénomènes, hein. Monarchie composite, construction politique non liée à un territoire compact, si vous voulez, hein, agglomération, etc. Pourquoi cette difficulté, disons, épistémologique pour les historiens du politique? C'est que notre modèle politique non impensé, hein, c'est le modèle de l'État central. De la construction politique à partir d'un noyau qui agglomère autour de lui par la conquête, par des unions diverses, etc., un territoire et qui fournit une construction politique uniforme avec une bordure, une frontière, etc. Cette façon de concevoir l'État est en effet une construction très récente, en fait, hein, qui s'élabore au cours de l'époque moderne et puis à l'époque contemporaine, et puis c'est la nôtre. Et c'est à cette tonne, à la mesure de ce modèle idéal, hein, de l'État parfait, que nous jugeons, que nous portons des jugements sur les États anciens, par exemple médiévaux, sur les constructions politiques médiévales, en les jugeant périphériques, marqués de forces centrifuges, etc., incapables de durer, etc. Alors, l'espace politique angevin, il ne s'agit pas de dire qu'il a connu une unité quelconque, ça serait absurde. En revanche, étudier les circulations en son sein et entre éléments de cet ensemble, par exemple entre la Provence et le royaume de Sicile, entre la Provence et le Piémont, entre le royaume de Sicile et la Hongrie, etc., hein, par segments successifs et non dans une volonté aberrante de voir forcément un tout dans ce qui reste quand même composite, peut nous amener à mieux comprendre cette façon de se représenter le politique, hein. Alors, on pourrait associer cela à la façon dont l'Empire romain d'Orient, hein, que nous, occidentaux, on appelle byzantin, se représente aussi le politique, avec autour de l'Empire l'étranger proche, hein. C'est encore une conception qui a cours dans le domaine russe, qui avait cours dans le domaine soviétique, puis et russe également, hein, cette notion d'étranger proche. Qui échappe à la plupart des historiens d'Europe occidentale parce qu'ils ont un modèle, au fond, je n'ai pas mentionné le nom tout à l'heure, mais c'est un modèle franco-centré. C'est le modèle de la construction capétienne qui innerve la plupart des historiographies, et pas seulement françaises, hein, et qui permet d'émettre des jugements de valeur sur des États plus ou moins parfaits. Alors, ces deux maisons d'Anjou, j'avais la liste de leur territoire. Vous avez ici une carte, et puis vous connaissez cela. Ce n'est peut-être pas la peine de les énumérer, mais je vais quand même mentionner un certain nombre d'éléments, parce que justement, dans cette simple énumération, nous n'avons pas seulement des territoires. Nous avons aussi des titres qui renvoient à une construction politique symbolique et que nous avons tendance à dévaloriser, hein, mais qui ont un poids politique dans les époques que nous étudions. Par exemple, la titulature, évidemment, de roi de Jérusalem, hein, et la façon dont elle est portée, hein, et par qui elle est portée. Alors, les titulatures de comte, de Provence, de Forcalquier, d'Anjou, de Maine, de Piémont, les dominations seigneuriales, etc. On a une construction politique qui fonctionne par pragmatisme, en fait, ici.
et qui emboîte les systèmes de domination les uns avec les autres sous Charles Ier d'Anjou, sous Charles II et puis sous Robert, avec la manipulation des seigneuries, de l'exercice de seigneuries sur des gouvernements urbains et des territoires dominés par des villes communales comme Gênes en 1318 et Florence en 1325. Alors, cette réflexion sur les officiers angevins était aussi destinée à alimenter une réflexion d'histoire politique. Alors, je vais terminer maintenant par l'outil que nous avons construit pour essayer de mettre en place les réseaux, les circulations, et cet outil, c'est la base prosopange du nom de la prosopographie angevine que nous avons contractée. Alors, cette base de données, un certain nombre d'entre vous la connaissent déjà. Elle est accessible librement, moyennant une demande de login. Et c'est un bien commun. Elle est destinée à être appropriée par les uns et par les autres, puisqu'une base de données se nourrit quasi continuellement au fur et à mesure du dépouillement des sources. Nous l'avons construite dans le cadre d'un programme financé par l'Agence nationale de la recherche en France, donc entre 2014 et 2018. Maintenant, ce financement est terminé, la base est en place et il reste à la faire vivre. Alors, il s'agit d'une base de données qui a été conçue, et ça c'est une nouveauté aussi, par des collègues informaticiens. C'est-à-dire, ce ne sont pas nous, historiens, qui avons demandé à des techniciens de nous fabriquer une base de données. Nous avons collaboré avec des enseignantes, parce que c'était des femmes, des enseignantes chercheuses informaticiennes, ce n'étaient pas des techniciennes, qui ont mis en place une base de données qui avait pour elles un intérêt scientifique, en termes d'expérimentation et de formation de leurs propres étudiants. Donc ça aussi, c'est un type de collaboration qu'il faut mettre en avant. C'est une authentique transdisciplinarité. Alors cette base de données a été conçue par les informaticiennes de l'Institut national des sciences appliquées, avec son site de Lyon, au sein du laboratoire qui s'appelle l'IRIS, un laboratoire sur les systèmes d'information. Donc, elle se conçoit sous la forme de deux interfaces, une interface de saisie et puis une interface d'interrogation. Alors, l'interface de saisie, dont vous avez là quelques éléments de la structure, permet non seulement la saisie, donc de manière collaborative. Les officiers ne sont pas la propriété de ceux qui créent la fiche individu. Les informations peuvent être complétées par d'autres au fur et à mesure. Donc c'est un travail collaboratif, fondé sur la coécriture, etc. Cette interface de saisie permet aussi de restituer déjà des informations sous la forme d'une fiche individu qu'on génère en PDF, ou bien d'une biographie, d'un récit biographique qui rentrait dans la base sous la forme d'un texte libre, en fait. Donc ça, c'est tout à fait traditionnel. Et puis, à côté de cette application de saisie, on a une application d'analyse dite OLAP, pour les techniciens, qui permet, à partir de la sélection d'une population donnée, cette sélection peut se faire sur des critères chronologiques, de telle date à telle date, sur des critères de lieu. Les officiers de Provence qui ont exercé en Hongrie et qui étaient originaires du royaume de Sicile, par exemple, on entrecroise différentes caractéristiques. Ça permet de définir une population sur laquelle va porter l'analyse. Mais on peut très bien définir comme population l'ensemble des officiers qui ont été saisis. À ce jour, on a 8360, je crois, fiches officiers qui ont été saisis. Il y a quelques homonymies, on a un système, une méthode pour les fusionner.
Mais il subsiste encore un certain nombre d'homonymies qu'il faudrait travailler. Mais en gros, voilà, on est de l'ordre de 8000 ou de plus de 8000 saisies. Et à partir de cette population, on mène des analyses, donc quantitatives, temporelles, spatiales, etc. Alors, l'architecture logicielle de Prosopange est constituée d'un serveur base de données de type MySQL qui est l'endroit où sont stockées les informations, d'une série d'applications autour d'un serveur, où se trouve ici l'application de saisie, le fonctionnement de l'application de saisie et de l'application d'analyse, et puis un serveur web qui permet de publier ces informations sur Internet et de leur donner une forme, forme de graphe, forme de table, forme de texte, etc. Vous avez ici des exemples. Alors, la base de données permet de gérer différentes entités qui concernent les individus, des personnes, des lieux, des éléments d'identité rattachés aux individus, les noms, on peut travailler sur les noms aussi. Alors les dates de naissance, de décès, elles sont rares, surtout pour la naissance, c'est un champ qui reste vide le plus souvent, les lieux de séjour, etc. Les qualificatifs, c'est-à-dire les prédicats qui accompagnent les noms d'officiers dans les sources, les titres universitaires, les grades universitaires, ne serait-ce que magister, quelquefois, qui apparaît, que l'on considère comme un grade. Bon, c'est un choix qui est fait, parce qu'on peut discuter aussi sur la nature de ce terme, par exemple. Les charges, les sources aussi, qui constituent une masse d'informations considérable. Et ces informations ont pour caractéristique d'être liées non seulement à des dates, à des lieux, mais surtout à des sources. Cette base de données n'entre aucune information qui ne soit pas sourcée. Ce qui fait que ceux qui l'ont déjà utilisé ont vu la difficulté. On rentre dans la saisie par la mention d'une source. On saisit d'abord la source de laquelle on a tiré les informations que l'on va saisir. Ce qui fait que chaque information est liée dans la base de données à une source. Elle est référencée. Donc, ce que nous appelons source, ce sont les différentes tables. Ce que l'on appelle source, ce sont à la fois les sources manuscrites, mais également les sources éditées et puis les travaux de recherche, qui peuvent être cités aussi comme sources. Alors, quelques exemples visuels. Alors, j'aurais pu me faire une copie d'écran à partir de la table en hongrois. C'est une bêtise de ma part. Ça aurait été bienvenu. Pour l'application de saisie. Vous voyez ici les différents champs en haut que l'on doit remplir pour un individu. Donc, les éléments d'identité. Nous avons dû, pour les Hongrois, créer la catégorie de clan, pour identifier les individus, les rattacher à un clan. Donc, il a fallu mener une réflexion historique en amont. Ici, vous en avez un exemple. On n'est pas entré d'emblée dans cette table. Nous indiquons d'abord le nom de baptême ou son équivalent, parce que nous avons aussi des juifs et des musulmans parmi les officiers, mais on a quand même pris ce nom qui est dominant de nom de baptême, l'immense majorité des officiers étant des chrétiens. Les autres noms, et puis leurs diverses formulations. On peut sélectionner, par exemple, rattacher le nom à la catégorie vernaculaire, parce que dans la source, on l'a trouvé non pas sous une forme latinisée, mais en vernaculaire, le nom de la personne. Et puis, les autres éléments de nom que on pourrait appeler patronyme, mais enfin, on ne s'est pas trop avancé dans la définition, parce que ça renvoie à une réflexion anthroponymique qui risque de nous bloquer dans la définition des saisies. Donc, on a pris une appellation très globale, très englobante.
Autre élément du nom, c'est-à-dire le patronyme. Mais ce patronyme, quelquefois, on a un doute. Lorsqu'il s'agit d'un patronyme d'origine toponymique, par exemple, on ne sait pas si c'est son patronyme ou si on indique qu'il provient de tel lieu. Donc ce doute, on peut le mentionner dans la base. Alors les qualificatifs, ce sont les prédicats et puis les charges exercées par les individus. Les charges, ce sont à la fois les noms de ces charges, leur type de charge. Il a fallu typer les diverses charges dans chaque monarchie, dans chaque ensemble politique, en les rapportant à des catégories créées par l'historien cette fois-ci. Des charges de comptabilité concernant la justice, concernant les aspects militaires, etc. Donc j'aurais pu vous montrer les arbres extrêmement ramifiés que l'on a dû créer pour cette typologie des charges. Et les lieux où s'exercent les charges. Les autres données, compléments d'identité, les images que l'on peut charger sur la base, par exemple le gisant d'un officier, on peut le photographier, ou sa résidence et les sources bibliographiques. Bon, voilà ici les différents champs que je vous ai mentionnés, que l'on peut regrouper par des catégories, comme c'est énuméré dans le bas, puisqu'on a 4 types de champs. On a des champs qui sont fermés. Par exemple, pour la confession de l'individu, c'est une liste fermée. Il est soit chrétien de rite latin, soit chrétien de rite grec, soit juif, soit musulman, soit converti, musulman converti, soit juif converti. On a créé toutes ces catégories, mais une fois qu'elles sont le plus large possible, la liste est fermée. Donc là, c'est un menu déroulant. Les champs qui proviennent d'une nomenclature auto-alimentée, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'on saisit, la charge que l'on saisit, par exemple, le nom de cette charge devient une catégorie que d'autres peuvent ensuite utiliser. Ça, c'est auto-alimenté au fur et à mesure des saisies. Les nomenclatures prédéfinies, par exemple les qualificatifs, là aussi, c'est une liste, mais cette liste est auto-alimentée, parce que les qualificatifs, il y en a quand même des quantités, donc on n'a pas fait une liste a priori. Et puis des champs en texte libre qu'on a limité le plus possible. Par exemple, si on veut énumérer le patrimoine de cet officier, le contenu de son testament, bon, il y a des champs qui sont prévus. Alors, les pages qui sont les pages prosopographiques à partir de l'application de saisie qui sont générées. Bon, ici, vous en avez à partir d'un individu qui s'appelle Guilhelmus Crespin. Alors, un élément que j'ai oublié de vous préciser, c'est que nous étions une équipe internationale, polyglotte, etc., parlant plusieurs langues. Quelle est la langue de saisie ? En quelle langue on doit saisir ? Alors nous avons décidé de saisir dans la langue des sources, c'est-à-dire c'est dans l'immense majorité des cas le latin, ça peut être aussi le français dans certains cas, et avec ça on a la quasi-totalité des informations que l'on peut saisir. Les chants, en revanche, sont traduits en 5 langues, dans la langue des collaborateurs. Nous nous sommes absolument refusés à utiliser l'anglais, qui n'est une langue qui prétend être une langue internationale, mais pour l'étude des officiers angevins, par exemple, l'historiographie de langue anglaise est une historiographie tout à fait périphérique. Elle n'est pas du tout centrale. Alors, l'utilisation de l'anglais était tout à fait discutable. En allemand, en italien, oui, en hongrois, oui, en français, oui. Mais alors en anglais, c'est très secondaire. On aurait pu l'utiliser pour la même chose à propos des Plantagenets. Là, ça aurait été tout à fait justifié. Donc il y a quand même l'anglais parmi les 5 langues. Bon, voilà les pages prosopographiques qui sont générées, donc les divers types d'informations qui peuvent apparaître. Donc là, c'est la même page, mais qui vous est détaillée, avec des informations géolocalisées. Je vous ai passé les détails de la construction de la base
du système d'information géographique et qui est tout de même en devenir. Hein, ça n'est pas la partie la plus aboutie de la base, hein, mais qui a demandé beaucoup de travail. Dans les saisies, chaque fois que l'on saisit un lieu, on le géolocalise. Hein, en pointant, en mettant le pointeur sur la carte. Hein, ça définit immédiatement des coordonnées. Évidemment, en agrandissant ce type de carte au maximum, parce que parfois le lieu, on le connaît quasiment au mètre près lorsqu'il s'agit d'un petit castrum, aujourd'hui perdu dans la campagne, abandonné, etc. On n'a pas forcément des lieux qui sont de grandes agglomérations. Alors, je terminerai par l'application d'analyse. Alors, elle est fondée sur une sélection multicritère d'une population, c'est ce que je vous ai indiqué initialement, avec les différents filtres qui permettent de la sélectionner et ensuite de l'enregistrer pour l'analyser. Et puis, il procédait sur cette population par différents types d'analyses, qu'elles soient quantitatives, temporelles, spatiales, graphiques, spatio-temporelles. On peut exporter aussi des données. Alors ça, c'est le tableau de sélection de la population. Et puis ensuite, nous avons diverses formes de graphes pour les calculs d'ordre quantitatif, hein, du graphe que nous connaissons déjà, hein, les colonnes, les camemberts, je ne sais pas comment on appelle ça en hongrois, les cercles divisés en diverses, ou les tartes, hein, ça ressemble aussi à des tartes. C'est le cas ici. Des analyses qui sont fondées sur des lieux et donc qui ont pour objet soit des cartes, soit des chronologies, hein, d'exercice d'une charge, par exemple, dans tel lieu, par différents individus. Et enfin et surtout, des analyses de réseaux spatio-temporels, réseaux de liens entre personnes. On calcule, par exemple, des co-occurrences. Alors ça, c'est la machine qui nous le dit. Ces co-occurrences, à moins d'avoir une domination totale des sources dans son cerveau, ça serait très complexe à établir. Par exemple, quels sont les officiers qui ont exercé une charge dans le même lieu au même moment? Hein, ça, c'est une co-occurrence qui peut alerter l'historien ou l'historienne sur l'existence d'un réseau. Ah ben, ils se sont forcément connus. Ça ne signifie pas qu'ils ont constitué un groupe d'amitié ou d'affinité. Ils étaient peut-être ennemis, rivaux, etc. Mais la rivalité et l'amitié, c'est pareil, c'est un lien. Hein. Donc, ça permet de mettre en évidence ce type de lien. De réseaux des charges, de réseaux professionnels, etc. Alors, on peut arriver à des données qui concernent un seul individu, l'analyse égocentrée, hein, les différents autres individus qui sont en lien avec cet individu, les différentes charges qu'il a exercées et les lieux qu'il a parcourus, et puis le temps dans lequel il a développé ses réseaux, ses fonctions, etc. Voilà les différents éléments qui peuvent nous être fournis par cette machine. Alors évidemment, ce que nous obtenons en termes de graphes et de systèmes de réseau, comme ici, il peut être beaucoup plus complexe, hein, ce schéma de réseau. Ce sont des métasources. C'est-à-dire ça nécessite ensuite l'analyse de l'historien et de l'historienne, un travail sur ces documents. Hein. Ça ne nous dit pas immédiatement quelque chose, spontanément. Hein. Il faut l'interpréter, l'expliquer. Alors aujourd'hui, dans l'état actuel, je vous ai dit que nous étions à 8000 et quelques officiers saisis dans la base. On a un peu moins de 20 000 sources qui ont été saisies, donc dépouillées, donc données, qui ont donné des informations. Nous avons 197 utilisateurs dans le monde. Alors, peut-être des utilisateurs occasionnels, hein, qui ne font qu'interroger la base, ou bien d'autres qui participent à la saisie aussi.
Et puis, nous avons dans la base de données plus d'une cinquantaine de tables donc qui structurent la base de données, ce qui est considérable. Alors là, vous avez une cartographie des utilisateurs, hein, donc sur les deux rives de l'Atlantique. Pour le moment, on a très peu d'Africains et d'Asiatiques. Ils s'intéressent moins aux angevins que les Américains et les Européens, hein, comme par hasard. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas à participer aux saisies à votre échelle. Parfois, on saisit une information et parfois, on peut en faire beaucoup plus. Merci. Köszönöm szépen Thierry Pécunak ezt az igazán izgalmas előadást, és akkor megkérném Bárány Attilát, hogy foglalja össze, egy kicsit tekintse át a hallottakat, azért, hogy ugye ez mindenki számára követhető legyen, abban maradtunk, hogy Attila ezt nagyon kedvesen angolul fogja megtenni. Köszönöm szépen. Okay. So thank you very much, and ladies and gentlemen, dear colleagues. I was particularly asked to speak in English to put in a way from the word of historiography, so and globalization, and we have just seen a map of the users of prosopage, and there are some even from South Brasilia. So there is a language, I think, in the modern world, in English. And anyway, the British always think that everybody in the world should speak in English. So if not, they should learn English. But to put it in a more serious way, so there is a globalization in the research of the Angevin word. There is an Angevin Europe in English as well, and probably the Anjou-Korjok Levéltár, the calendar of charters of the Angevin period in Hungary, gave an impetus and contributed to common international, transnational, as Professor Pécu used the word, transnational scholarship in the academia into the Angevin period, taken from the Fontevraud meeting over 20 plus years ago, and there were Croatian and Polish, Hungarian and French historians and even English ones there who did research into the Angevin period. And there is a globalization in Europe in the research of the Angevin Europe. And its language, in a way, and its centers are in England. To take some examples of the historiography, Professor Santosh mentioned us. A leading authority is Jean Hymers Dunbabin, is a British historian, and most of the universities in the world, all over the world, where medieval Western Europe is taught, Charles I of Anjou is based on Jean Dunbabin's work in English, and we have heard many others from other countries, Germans. Professor Kiesewetter, for example, writes in German mainly, or Hubert Hoben. Professor Santoro mentioned also him. He's based in Lecce, but he also writes in English and German. And we have heard the leading art historian is from the United States, UCLA, California, Proctor Tiffany.
if I met a friend from Italy, for example, he was also pensioned, Gianluca Borghese. We speak in English, and he writes also in English and French, and is part of a community. And I just had a letter from a British historian, Nicholas Vincent, based in Norwich, University of East Anglia, as he's editing the letters of Stefano di San Giorgio. This is very awkward even to me, but in this year, 25, it's usual that the British would even publish the letters of Stefano di San Giorgio, and he is in connection with Professor Fulvio delle Donne in Italy, but he had a question regarding Hungarian Angevin studies and asked me in English. So in the modern world, there might be an Angevin European academic understanding and common knowledge, which are spreading over to the territories of the Angevins, as we just heard, le territoire angevin. And one pillar, I think, for that emergence of Angevin studies, I do think it's Angelo Coriocleviatar, because back in 25 years ago, I did translate to colleagues in England or in Poland some parts of the Angelo Coriocleviatar, because they were not able to read it. Now, of course, with artificial intelligence and translation digital programs, you can translate it, but back in the 90s, it was not so easy. So I did translate, made some notes and sent in letters to England, because there were topics that also covered here. For example, the papacy's relations in the Crusades against the Lithuanians, for example. Agnes Mollet was speaking of this, and Avignon popes, and the relationship of the later Crusades, where Angelo Coriocleviatar, this calendar charter editions are very much needed, even for English historians, I think. And Gergely Kis knows the way how we sent to foreign countries the big volumes by post at that time to all over the world. He can talk a bit later on this. So I did post big volumes to England to colleagues because they were interested in, because this was a very unique and unprecedented, innovative and unrivaled achievement, because as Professor Alamashi wrote, I got his paper in a written form. As he wrote, it is unique in its fullness, in its wholeness, in its scope, in its permanent information, to borrow the terminology from Professor Hunyadi's paper. It is a data set. These are permanent and constant data sets, and for 1 year we have the more or less the fullness or absoluteness or systematic wholeness of information for 1 year. And all the relevant charters are calendared in 1 year. Wherever, if you wish to compare it or to use parallels, for example, I can do parallels from England, for example, at the same time, early 14th century. There are calendars of charters, but there are, of course, you cannot publish the whole charter material of 1 year in England.
But there are charters only which are differentiated on their external criteria. For example, literae clausae, calendar of close roles, and this is just a very minor piece of information. You can have, these are volumes for even 1 year, calendar of close roles for the reign of Edward II, for example, the same period as the early Angevin Hungary. But in Hungary, as it was touched by most of the speakers here, it is even in methodology and project and objectives, and the results, policies and ambitions and motives, and in its approach, it's a systematic enterprise, and it is also covering full textual versions and archivistic filiations, textual traditions, which you wouldn't find in not even in German, for example, source publications like Regesta Imperii. I just received a copy, electronic copy of Regesta Imperii for the period of Emperor Frederick III from 1440-1451. It is a huge volume, but it is only based on the charters regarding the emperor's relationship to the city of Vienna, and you cannot put it in a whole. And the very unique thing with the Anjou-kori oklevéltár is that you can now have, as Professor Hunyadi mentioned in his paper, new possibilities even for the future as a kind of a big data investigation, because but it has other features. I think I have to emphasize that that compared even to an English publication, source publication, it is unrivaled, I think, in that it has a complete small studies, minor studies in diplomatics, in features, external, internal features, terminology. You can have a word on or information on sigillography. Even you can have have knowledge on the use of seals, on the use of the signet seal or the secret seal. You can even have information on residentia exercits, so the military history. You can have a view on chancery style, for example. And I think one of the most unprecedented enterprises is that we have volumes of undated charters, and it is a kind of a subsidiary volume, but this is a special methodology used how to handle undated charters. It is in a way unique, and with this, I think today's papers you can have an insight into the machinery of the editors. You can have a view on how these charters are laying out on the desktop of the editors. To get in a way, you could get inside to the editorial work, and
to so back to the publication of the starting of the publication of Anjou-Corée Okleveltar. So it embraced the broad cooperation beyond borders, and I think it still does and still has, like we had seen, the database, Prosopunch database. And so I believe there existed an Angevin empire. In a way, the British call their Angevin Plantagenet, I wouldn't say empire now, but a network of a common way of thinking in institutional government and kingship and even queens, for example, queenship. You could see, or princesses, women's power. If we can call this Professor Kish's researches, you can have, they are not published. So on the forgotten, I would say, figures of the Angevin monarchy. But if you have a look at Donna Regina, Maria Donna Regia herself, you cannot oust from the possibilities that the Angevins had female politicians like Beatrice or Clemence, or for example, and in a way, there are new possibilities for newer research. Marriage treaties, for example, we had seen marriage treaties. You have to re-examine marriage treaties and dynastic policies, and even women had roles in dynastic politics. And there is a symbolic diplomacy, a network of Angevin territories. Some held only by a titular right, but they were still maintaining constant touches between these parts, and more emphatically than other dynasties, I would say. It's a kind of taken a very far-fetched term, Domus Austriae, from the 16th century. So it could be something like that. And in a way, to start out from my own research in the Plantagenet Empire. So even myself had dealt with Counts of Anjou, but by the way, they were kings of England. But and at least some of them are buried in French soil, in Fontevraud, for example, and King Richard's heart is in Rouen. So when we were ousted from Dunkirk and the Germans came, yes, King Richard's heart is still in Rouen. And so there might be a connection between the former House of Anjou, even though they were kings of England, but they, of course, they had an institutional background back in Anjou, Maine, and Touraine. They couldn't stand living in England. They were terrible beer, and they didn't have access to their favorite wines of Anjou and Touraine, King Richard himself or King Henry II. But their institutional background was from Anjou and Maine, even those who conquered Ireland, and they were in English estates. So to go over the officials and the institutional background, there were some officials after the loss of Anjou, from the English point of view, the loss of Anjou and Maine and Normandy, they stayed behind. Those persons who held estates in Normandy and Anjou and Maine and Touraine, and not to speak of Guyenne, of course, where they had a constant rule.
So there might be a link between the first House of Anjou, and we'd have to mention here Professor Galfi spoke about the other territories of the Angevins, the descendants of King Fulk in the Latin Kingdom of Jerusalem up to the very early 13th century. This is still Angevin land. And even after the loss of Anjou, they maintained an Angevin type of institutional governmental system. Professor Pecot mentioned, I think, a system, a domination to the government system and seigneury. And even it could live forward up to the mid-13th century, because the holders of the estates and the nobility and the officials were the same, and they were, in a way, the institutional governmental methods which we might label as Angevin from the English point of view, but these institutional reforms were done by French-speaking Normandy and Anjou and Maine officials. So they could live forward to the 13th century. So there might be a link in a way that there might be a link between the Arpads and Charles I, King of Hungary, in the way of legitimacy and succession. And as they treated the former house, the Arpad, as their own female branch or matrimonial lineage, sometimes based also upon my research, is that the new ones in Anjou treated their old forefathers, predecessors, Counts of Anjou, as the members of the true House of Anjou. They were the same Counts of Anjou. So as Charles I strengthened the ties to the Arpads, and as we could see in Naples, in Italy, so the Altomonte Saint Ladislas, for example, or other iconographic evidence, the link in name selection and the coat of arms usage and burial, and it's a sign, a kind of a dynastic legitimacy and representation. So it was not without parallel in the Angevin world. As they treated their old forefathers, it could serve as a model for the young Charles I coming to Hungary and maintaining Arpad traditions, Arpad governmental system as their own, and maintained their role in it. So in a way, it might be an interesting thing to do research on. So I think that this is a start. Even this day, and to be able to listen to young colleagues. So there are new ways, new possibilities, new perspectives of research in this kind of international, globalized world for Angevin studies, even though we have a range of universities, academic scholars doing research on 14th century Italy and Naples, and they know, and there are dozens of scholars who know Anjou Korok-levéltár and use it, even in Hungarian. Back in 20 years ago, they did it with a Hungarian dictionary. I myself posted also a Hungarian dictionary to England. But it's easier now, and it is a common treasure for all over European and even United States academy. Thank you very much for this.
Nos hát, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, és mindenki, aki kitartott velünk ezen a napon, azt hiszem, hogy nehéz, érdekes és változatos programot sikerült összehozni az MTA 200 és a területi bizottságok programja alkalmából. Szeretnék köszönetet mondani, és kívánok a továbbiakban is nagyon sok sikert. Je tiens particulièrement à remercier nos amis, nos collègues, M. Centro et M. Pécou, d'avoir bien voulu être avec nous, parmi nous, d'avoir bien voulu participer activement et présenter vos recherches qui sont extrêmement prometteuses et qui s'inscrivent dans la lignée des recherches de plusieurs décennies que nous avons essayé de suivre au cours des dernières années. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite et merci encore, bonne soirée et à bientôt en Hongrie, espérons-le. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!